Donc, on va commencer. Je vais faire une petite conférence sur Windows Phone 8, faire un état de l'art un petit peu de la sécurité du système d'exploitation pour mobile de Microsoft, et donc vous expliquer un petit peu les trouvailles que j'ai pu faire pendant mes recherches. Donc, voilà. Je m'appelle Yohan Onodibio, je suis étudiant en 5e année Alexia Cési de Rouen, et vous pourrez me trouver sur internet avec mon pseudo Yono un petit peu partout. Maintenant parlons de ce qui est intéressant. Windows Phone 8, c'est un OS qui est sorti le 29 octobre 2012, qui est un OS mobile et qui est fait pour les architectures ARM, c'est-à-dire en gros toutes les architectures pour appareils mobiles. C'est environ 9,5 millions d'unités vendues en août 2013, et c'est 3,6% du marché. Donc vous me direz que c'est très très peu. On va regarder un petit peu ce que ça donne par rapport au reste. C'est le tout petit truc bleu qu'on voit ici. Donc autant dire que c'est rien. Devant forcément il y a iOS et Android. Mais donc Windows Phone, ce qu'on voit mal sur la courbe, c'est que depuis leur version 8, ils ont augmenté très très vite. Et dans certains pays, comme la Finlande, ce sont même les plus gros vendeurs de systèmes d'exploitation pour mobile, devant Android et iOS. Donc pour la Finlande, ça s'explique. Nokia fournit 90% des téléphones Windows Phone, et Nokia, c'est finlandais d'origine. Donc forcément, ça aide un petit peu. Mais donc ils sont prioritaires, et c'est ceux qu'on voit le plus là-bas. Donc la question qui pourrait être posée, pourquoi les hackers ne s'en occupent pas? On n'a rien trouvé comme faille, donc on va voir un petit peu. À l'heure actuelle, le bootloader, c'est-à-dire ce qui permet de démarrer le téléphone, est encore intact. D'habitude, quand on veut jailbreaker un téléphone ou qu'on veut mettre des ROM custom, on commence par le bootloader, c'est ce qui permet de démarrer n'importe quel système d'exploitation. Dans le cas de Windows Phone 8, il est encore intact. Il n'y a pas ou très peu de ROM custom, c'est-à-dire par rapport à Android, on peut mettre un peu ce qu'on veut sur le téléphone. Sur iOS, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas pour Android, on peut mettre ce qu'on veut. Sur Windows Phone, on ne peut pas du tout. Il y en a eu quelques-unes sur des appareils qui étaient faillés d'origine, c'est-à-dire des appareils de preview, des appareils qui ont été donnés avant la sortie officielle de Windows. On n'a aucun accès au file system. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer de voir un petit peu l'architecture du système d'exploitation. Et on a un accès limité au registre. Donc le registre, c'est ce qu'il y a sous Windows. C'est certaines clés qui permettent de configurer le système. À titre de comparaison avec iOS, Android et Windows, donc, iOS, c'est 308 vulnérabilités reconnues depuis 2007. Et c'est par exemple pour iOS 5 et 6 des jailbreaks en moins d'une journée. C'est-à-dire que c'est très rapide. Android, lui, qui est un système ouvert, déjà de base est facilement routable. On peut aller voir dans le code et l'étudier. On a vu que 29 vulnérabilités depuis 2009. Donc par rapport à iOS, il y a quand même une grosse différence. Et enfin, Windows Phone, qui lui est un système fermé, depuis 2012, on a vu qu'une seule vulnérabilité, et c'était sur la version 7 de l'OS. Donc la question, c'est est-ce que Windows serait sécurisé? On va voir un petit peu ce que Microsoft propose pour sécuriser son téléphone. Donc on a quelque chose qui s'appelle le pré-UEFI. En fait, c'est une vérification matérielle du téléphone avant de démarrer. C'est-à-dire qu'il contrôle tous les composants du téléphone, les composants électroniques, et s'il détecte une modification, il va empêcher le téléphone de démarrer. Ça empêche de mettre des sniffers ou des choses comme ça pour voir ce qui se passe. Ensuite, on a l'UEFI. Alors ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les PC. C'est en gros le successeur du BIOS. C'est ce qui permet donc de démarrer le système d'exploitation. C'est un mini système d'exploitation qu'il y a avant. Et en fait, lui qui va faire une vérification logicielle du système d'exploitation. Donc dans le cas de celui de Windows Phone 8, il y a une vérification du firmware, c'est-à-dire qu'il va
vérifier la signature. En fait, tous les OS sont signés par le constructeur. Et si on ne retrouve pas cette même signature, le téléphone ne boot pas. Pour aider un petit peu, on a une autorité de certification. Donc, on vérifie auprès d'une autorité que l'OS soit bien signé. Et s'il est compromis, s'il y a eu quand même quelque chose qui a fait que cet OS a pu être modifié, on est capable de révoquer le certificat et donc d'interdire le boot même plus tard. Au niveau des applications, donc là on parle surtout pour des développeurs, on a 3 niveaux d'exécution. Donc sur PC c'est ce qu'on appelle les rings. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Personne? Oui. En fait sur un PC normalement il y a 4 niveaux de ring. Ring 0 à ring 3. Le ring 0 c'est ce qu'il y a de plus proche du système d'exploitation. C'est-à-dire que ce qu'on développe en ring 0 sera au même niveau que le système d'exploitation. C'est ce qui fait que sur un PC, quand un driver par exemple plante, on a un blue screen, parce que l'OS n'est pas capable de gérer l'erreur. Donc ça, c'est le ring 0. C'est ce que sous Windows, on appelle le niveau d'exécution OS. Ensuite, normalement, on a le ring 1 et 2, qui sont faits pour les drivers. Sur un PC, on l'utilise rarement, on utilise soit le ring 0, soit le ring 3, mais très peu le 1 et le 2. Et enfin, on a le dernier niveau d'exécution qui est l'applicatif, qui là correspond au ring 3 sur un PC. C'est-à-dire que quand un programme plante, Windows dit par exemple ce programme a cessé de fonctionner. C'est-à-dire qu'il a été capable de trouver l'erreur et de la maîtriser. Donc sur le téléphone, on a 3 niveaux d'exécution. L'OS qui est l'équivalent du ring 0, l'OEM en fait qui permet aux constructeurs de téléphones de mettre leur driver à un niveau un tout petit peu au-dessus que celui de l'OS. Et ensuite, on a le niveau applicatif qui lui est fait pour les développeurs. C'est-à-dire qu'on a une couche d'abstraction qui est très élevée, et donc on ne peut pas appeler les fonctions qu'on veut au niveau de l'OS. On a un système de capabilities, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sous Android, et je crois qu'il y a aussi ça sous iOS, c'est-à-dire qu'on va dire dans un fichier, ce programme a le droit de faire, par exemple, d'aller sur Internet, il a le droit d'accéder à telle chose, tel truc. Donc là, sur Windows, on a la même chose. Si on veut accéder à Internet, il faut marquer dans un fichier qu'on veut accéder à Internet. Comme ça, quand l'utilisateur installe un programme, il voit tout de suite ce que le programme va vouloir faire. On n'a aucun accès au file system, comme je disais tout à l'heure. Les applications sont exécutées en fait dans un dossier qui leur est propre, et ils ont accès qu'à ce dossier-là. S'ils veulent en sortir, c'est impossible. Donc, en gros, quand on développe une application, on a un tout petit dossier pour stocker nos fichiers, on a un dossier pour notre application, et c'est tout. Et enfin, les communications app-to-app limitées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer entre applications. Une application ne peut pas en exécuter une autre. Ça, c'est une faille qui est arrivée sous Android, par exemple, une vulnérabilité, où en fait une application pouvait en exécuter une autre qui avait des droits supérieurs, et elle pouvait hériter de ces droits. Donc par exemple, c'est ce qui est arrivé à Samsung avec son système Kies. Je ne sais pas si des gens ont des Samsung dans la salle. Non? Oui? Et donc, enfin, on a une distribution limitée des applications. Donc, Microsoft ne distribue ses applications que via son store. On ne peut pas faire comme sur Android, par exemple, les installer directement sur le téléphone si on a trouvé le fichier installeur. Il faut forcément passer par le Windows Phone Store, ou alors Windows autorise pour quelques entreprises le fait qu'ils aient leur propre market. C'est-à-dire qu'il y a un market qui ne fournit que des applications propres à l'entreprise. Les bonus, donc c'est un chiffrement du stockage interne. De base, tout ce qui est dans le téléphone Windows Phone 8 est chiffré. Ils utilisent une solution qui a été développée par Microsoft qui s'appelle BitLocker. Et donc, ils ont mis ça dans le téléphone de base. Par contre, tout ce qui est support amovible type SD card n'est pas chiffré. Par contre, pour éviter d'avoir des problèmes avec les cartes SD, ils ont mis des limitations au niveau des formats autorisés. Par exemple, on peut mettre des fichiers médias, images, vidéos, musique, mais tout ce qui va être exécutable, fichiers Java, etc., va être interdit. On ne va même pas les voir sur le téléphone. On ne va pas non plus y avoir accès avec une application. Et enfin, donc, vu que la distribution est limitée, on est obligé de passer par le market. Si certains ont déjà développé sur Windows Phone, quand on compile, on obtient un fichier XAP. C'est l'équivalent de l'APK sous Android. Donc en fait, c'est simplement un zip qui contient toutes les sources du fichier compilé. Sauf que ce qu'il faut savoir,
c'est comme pour Java, .NET, on peut le décompiler, on peut revenir au programme de base. Donc il suffit d'ouvrir le zip, d'extraire les fichiers sources, de les décompiler, on a accès au file system. Dans le cas de Microsoft, pour se protéger, quand on veut déployer une application, on envoie le XAP à Microsoft et eux recompilent derrière dans un deuxième langage. Et ça, on n'y a pas accès. Donc ça, c'est ce que le format MDIL, c'est ce qu'on reçoit quand on télécharge via le market. On verra jamais un XAP. Et enfin, la grosse nouveauté de Windows Phone 8 par rapport à Windows Phone 7, c'est que maintenant, on se base sur le kernel NT. C'est-à-dire que le noyau utilisé par Windows Phone 8 est le même que celui utilisé par Windows 8. Alors qu'avant, on avait un kernel spécial pour le téléphone. Donc, vu que notre but, c'était quand même d'attaquer le téléphone, on va d'abord lister les vecteurs d'entrée possibles. Donc, on a forcément la carte SD, sur laquelle on peut lire des choses. On a les sockets, c'est-à-dire tout ce qui va être connexion sur des ports un petit peu bizarres. Les URL qu'on peut envoyer par SMS, par mail, que l'utilisateur va peut-être pouvoir ouvrir et donc se faire attaquer là-dessus. Tout ce qui va être Bluetooth, NFC, qui sont donc des technologies sans fil. On va avoir le speech to text, qui permet en fait de parler au téléphone et lui le retranscrire en texte. C'est ce qui arrive par exemple pour les recherches sur Internet. On peut parler au téléphone et il va directement voir le résultat. Et enfin, on a ce qui est le navigateur web et tout ce qui est entrée utilisateur, donc tout ce qui est donc oui, les petits boutons, tout ce qui va être SMS, etc. Donc, ce soir, on ne couvrira pas tous ces vecteurs d'entrée, car ça a déjà été fait à Hacking Paris cet été, par deux Russes, donc Dimitri Evdokimov et Andrei Jazovskik. J'espère que je n'aurai pas dit trop de bêtises. Et donc, vous pourrez récupérer leur talk, la vidéo et les slides sur ce lien-là. De toute façon, normalement, le slide sera en ligne, donc vous pourrez le récupérer facilement. Mais donc, eux ont déjà couvert tous ces vecteurs d'entrée-là. Et ce qui en est ressorti, c'est plutôt décourageant, c'est que Windows Phone 8 est secure. Donc, vu que je devais faire des recherches et essayer de trouver des vulnérabilités quand même, j'ai essayé de trouver d'autres vecteurs d'entrée. Il y en a deux qui sont sortis. C'était donc vraiment les SMS, le fait qu'on reçoive des SMS, voir si sur le protocole SMS on pouvait trouver des choses. Et une autre application qui est dans tous les Windows Phone, c'est Find My Phone, donc qui est un service de localisation du téléphone. Donc je vais en parler ici. En gros, quand on a un téléphone Windows Phone, on peut aller sur windowsphone.net, on s'inscrit dessus avec notre identifiant Hotmail ou quoi que ce soit. Et en fait, après on arrive sur cette interface qui nous permet soit de faire sonner le téléphone, soit de le bloquer, soit de l'effacer à distance. Donc on voit par exemple sur la capture que là, il est en train d'essayer de bloquer un téléphone à distance. Et une fois qu'on a fait ça, normalement, on a un retour comme quoi que le téléphone a bien été bloqué ou non. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple, l'utilisateur, lui, est devant son PC. On lui a volé par exemple son téléphone. Il se connecte sur windowsphone.net et il fait une demande de blocage. Donc ça arrive sur les serveurs de Microsoft. Microsoft envoie un SMS au téléphone qui est interprété. Et si le téléphone est connecté en 3G ou en Wi-Fi, il va répondre au serveur de Microsoft qui, à son tour, va nous répondre comme quoi que le téléphone est bien bloqué ou non. Un truc à savoir, c'est que si le téléphone n'est pas connecté en GSM ou en Wi-Fi, la commande fonctionne quand même. Par contre, l'utilisateur n'aura pas de retour sur le blocage. Par exemple, quand on bloque, on peut définir deux paramètres. Le code de blocage, c'est-à-dire qu'on peut définir un code et tant qu'on ne l'aura pas, le téléphone ne sera pas débloquable. Et on peut mettre un message personnalisé. C'est-à-dire, par exemple, ce téléphone appartient à telle personne et veuillez me le rendre. Si le téléphone n'est pas connecté en Wi-Fi, le téléphone va bien se bloquer, mais le message ne va pas apparaître, car le téléphone essaye de récupérer le message sur les serveurs de Microsoft avant. Donc c'est un détail à savoir. Donc le but, c'était donc d'intercepter les SMS et voir ce qu'on pouvait faire avec. Voir si on peut effacer un téléphone à distance avec un type de SMS bien précis. Donc pour ça, je n'ai pas mis en place une architecture très compliquée. J'ai tout simplement mis la carte SIM de mon téléphone Windows Phone 8 dans un téléphone Android. Avec une application Android, je vais essayer de récupérer tous les types de SMS, que ce soit des SMS standards ou des SMS classe 0.
Et classe 0, c'est les SMS opérateurs. Après ça, j'ai été surpris par plusieurs points. C'est que le SMS qui est envoyé par Microsoft est un SMS standard, c'est-à-dire que sur un téléphone Android, on le reçoit comme si c'était un SMS de n'importe qui. Ils ont cette tête-là. C'est un peu spécial, mais donc ces SMS ont tous un préfixe. Donc là, vous voyez Sky Agaxu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on envoie un SMS qui commence par Sky dièse, le Windows Phone 8 ne le recevra pas. C'est-à-dire, la personne ne pourra pas le voir dans sa boîte de réception. Tout ce qui est SMS qui commence par Sky. Et ensuite, le SMS, comme vous le voyez peut-être, il est encodé en base 64. Ça se détecte facilement par les deux égales qu'il y a au bout, qui servent en fait de bourrage. Donc je ne veux pas rentrer dans le technique, mais en gros, c'est des caractères qui apparaissent quand on n'a pas le bon nombre de caractères dans le chiffrement. Ce que j'ai essayé de faire pour commencer, c'est de recevoir ces SMS sur mon Android, les garder, remettre la SIM dans le Windows Phone 8 pour rejouer les SMS. C'est-à-dire, en gros, je capturais le SMS et je le rejouais après sur le Windows Phone. Parfois avec 1 heure de décalage, une journée, une semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois, ces SMS fonctionnaient. C'est-à-dire que Windows Phone 8 ne vérifie pas l'expéditeur du SMS. N'importe qui envoie ce type de SMS peut effacer un téléphone à distance. Par contre, on peut le rejouer qu'une seule fois. Donc, le but, c'était de savoir un petit peu ce qu'il y avait, ce qui était contenu dans ce SMS. Quand on le déchiffre en base 64, on tombe sur des données incompréhensibles. Donc, clairement, j'étais bloqué. Je me suis dit, la seule solution qu'on peut trouver pour comprendre les SMS, c'est de voir comment le téléphone interprète ces SMS-là. Donc, heureusement, Nokia a été plutôt sympa. Et ils ont mis leur système d'exploitation en téléchargement sur leur serveur. C'est-à-dire quand on veut faire une mise à jour de Windows Phone 8, on va télécharger directement le système d'exploitation sur les serveurs de Nokia et ils nous fournissent un outil pour flasher le téléphone. Donc c'est un fonctionnement plutôt simple. Et donc toutes ces ROM sont au format FFU. Et chaque ROM forcément est bien précise pour un type de téléphone. Certains bidouilleurs ont réussi à créer un logiciel qui permet en fait de lire ces fichiers FFU. Donc en gros, ce logiciel qui s'appelle ImageMount permet de télécharger une image de Windows Phone 8 et de la déchiffrer et de la monter comme si c'était un disque dur sur un ordinateur. Donc d'un coup, on a accès au file system de Windows Phone 8. En gros, voilà ce qu'on obtient. Donc, comme vous voyez, ça ressemble vraiment à un Windows lambda. La seule différence, c'est que tous les programmes qui sont installés dans Windows Phone 8 ne sont pas dans Programs File, mais ils sont dans Programs. C'est la seule différence. Le seul truc, c'est que forcément, ce système-là est compilé pour les plateformes ARM, donc les plateformes mobiles. Nos PC sont rarement en ARM, donc on ne peut pas les exécuter et les exécuter bit à bit et essayer de voir ce qui se passe. On est obligé de faire ce qu'on appelle une analyse statique. Donc pour ça, il y a des outils. Un qui est plutôt connu, qui s'appelle IDEA, et en fait qui permet de décompiler le programme et de l'étudier en code ASM, enfin en code machine. Donc voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'ASM ici. Personne? D'accord. Donc en gros, ici, on a deux routines qui permettent, en fait là, on a isolé ce qui permettait de bloquer le téléphone ou alors de l'effacer. C'est-à-dire que plus haut, on a une routine qui dit, alors si je reçois un type SMS 2, tu fais telle action. Un type SMS 1, tu fais telle action. Et là, on a l'action pour bloquer et l'action pour effacer. Vu que c'est une analyse statique, il fallait que je remonte pour voir où est-ce qu'on capturait le SMS et où est-ce qu'on le déchiffrait. J'ai essayé. Et malheureusement, même en remontant dans les librairies système, en trouvant qu'est-ce qui capturait le SMS, impossible de trouver la routine de déchiffrement. Donc en gros, un fail. La seconde solution qui pouvait arriver, c'était de voir directement dans le registre s'il n'y avait pas une clé de chiffrement. Vu qu'on n'arrivait pas à le trouver dans l'exécutable, ça partait vraiment trop loin.
je me suis dit, dans le registre, il y a peut-être quelque chose. Donc le registre, c'est ces fichiers-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus. Dans ce dossier-là, en fait, c'est ce qui contient tout ce qui est configuration de Windows. On a la base SAM qui contient tous les mots de passe de Windows. Et ensuite, on a Security, Software, System. Là, c'est les clés de registre. Enfin, c'est là où il y a tout le registre. Donc, malgré mes recherches de clés de chiffrement, toujours rien. Donc, en gros, c'était vraiment mal parti. Par contre, je me suis dit, voyons ce qu'on peut faire avec le registre. Donc, il y a quelques actions qui sont possibles, même si c'est vraiment très peu. On peut modifier le logo de boot. On peut modifier le format de la date, c'est-à-dire quand on est sur l'écran de blocage, on peut le mettre en format anglais, français. On peut faire des changements hardware, donc mettre un temps de vibration plus long, ou alors gérer la sensitivité des touches, enfin la sensibilité. Au final, on ne peut pas faire grand-chose. Et vu qu'à ce niveau-là, on était bloqué, enfin, sur Find My Phone, on a essayé autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows Phone a une gestion du code PIN assez spéciale. Habituellement, on tape son code PIN, on fait valider, et il nous dit oui ou non. Enfin, en gros, c'est bon ou c'est mauvais. Sous Windows, il valide automatiquement le mot de passe. C'est-à-dire que si on a un mot de passe qui fait 2 caractères, que quelqu'un vous pique le téléphone, lui va essayer par exemple 1, 2, 3, 4, et le téléphone va l'arrêter au bout de 1, 2 en lui disant qu'il a le mauvais mot de passe. C'est-à-dire qu'on peut deviner la longueur du mot de passe. Donc après, la solution, ça aurait été d'essayer par brute force. C'est-à-dire essayer toutes les possibilités possibles et essayer de débloquer le téléphone. Windows Phone s'est protégé là-dessus. Donc il y a un petit calcul, c'est que si on a un mot de passe de 4 caractères, ce qui est assez habituel, ça fait 10 puissance 4 possibilités. Et Windows autorise 5 essais avant de bloquer le téléphone pendant 1 minute. Après, il nous redonne une chance pour un blocage de 3 minutes. Et ça augmente comme ça. En fait, on a en gros une équation qui est de 2n moins 1 minutes par tentative. Ce qui fait que pour tester toutes les possibilités d'un code à 4 caractères, on arrive à 2 puissance 9 1995 moins 1 minute. Donc autant vous dire qu'il y a quelques générations de personnes qui vont tenter le mot de passe avant de le trouver. Donc encore une fois, par brute force, c'était impossible. En conclusion, c'était vite. Ça m'embête de le dire, même si je suis un féru de Linux, Windows Phone est un des téléphones les plus sécurisés actuellement. On n'a rien trouvé au niveau sécurité qui permet d'exploiter des vulnérabilités, rien qui permet d'accéder au file system. Donc, vraiment un des téléphones les plus sécurisés actuellement. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a des... Android et iOS n'ont pas des politiques de chiffrement comme Windows le fait par exemple. Il doit y avoir des employés de Google ou même d'Apple qui testent les autres systèmes. Comme toi tu dois le faire, non ? Donc déjà, la différence par exemple entre Windows Phone et Android, c'est qu'Android est un système ouvert. Ouais. Donc de base, on a accès à tout le système. Après, pourquoi Apple ne le fait pas c'est une bonne question. C'est aussi une politique de vente aussi. Parce qu'aujourd'hui, les Windows Phone se vendent pas beaucoup. Aussi parce que bon, on ne peut pas faire grand chose avec. On va être très limité, comme il faut le dire. Une fois qu'on sort du market, on peut avec un Android aujourd'hui, on va pouvoir développer ses propres applis, faire un peu tout ce qu'on veut. Et avec un iOS, même s'ils ne veulent pas le dire, techniquement, je pense qu'ils laissent aussi la possibilité de jailbreak pour pouvoir dire voilà, vous avez un téléphone, vous pouvez vous en servir comme ça et développer pour vous. Mais comme c'est pas du tout leur politique, je pense que c'est ça qui bloque. Après voilà, je pense. Moi, après c'est mon analyse, ce ne sera pas non plus voilà. Voilà, je pense qu'il y a de ça. C'était volontaire. Après, Apple a toujours eu une politique un peu spéciale vis-à-vis de tout ça, notamment développer leur propre protocole de SMS. Enfin, toutes ces choses-là qui font qu'ils sont un peu à part au niveau de tout ce qui est notion de sécurité. Ouais, même s'ils ont montré qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un algorithme qui a réussi à pirater encore le protocole de
les messages. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que pour une fois, Microsoft est vraiment resté dans les clous. Ils ont suivi tous les protocoles et ils ont fait quelque chose de sérieux. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils visent, je ne sais pas si vous avez vu sur la courbe, c'est que BlackBerry est vraiment descendu. Et je pense que Windows Phone vise vraiment le marché des entreprises. Et donc, ils permettent vraiment d'avoir quelque chose de sécurisé, quelque chose de limité pour que les entreprises puissent maîtriser leur téléphone. Par exemple, le fait qu'il y ait un market juste pour les entreprises, enfin, si une grande entreprise veut un market, elle peut l'avoir rien que pour elle. C'est quelque chose que les concurrents ne proposent pas. Donc, je pense que c'est un petit peu cette notion-là qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport à ta faille que tu as trouvée sur les SMS que tu envoies directement, est-ce que tu as testé d'envoyer le même SMS, tu as dit qu'il fonctionnait une fois, mais est-ce qu'il fonctionne une fois sur le même téléphone, ou est-ce que tu peux l'envoyer à Justement, oui. trois téléphones en même temps et ça aura une C'est que sur le même téléphone. En fait, ce SMS est chiffré en fonction du téléphone. C'est pour ça que je voulais trouver la routine de chiffrement pour voir un petit peu, comment dire, ce qu'il y avait derrière. Malheureusement, vu que c'est une analyse statique, j'ai malheureusement pas le niveau. Et je me suis retrouvé très vite bloqué. Après, je vais paraître très optimiste, mais il y a forcément une vulnérabilité là-dedans. C'est quasiment obligatoire. Après, savoir où aller, c'est... Donc, à part trouver la clé de chiffrement, là, à l'état actuel, il faut que tu te captures avant le message sur un autre téléphone pour pouvoir après l'envoyer Voilà. sur le téléphone. Donc, clairement, Voilà. tu ne peux pas arriver et envoyer un message comme ça sur un téléphone et qu'il serait une série. Là, le seul reproche qu'on peut faire à Microsoft, c'est de ne pas vérifier l'expéditeur du message. Vu que n'importe qui peut envoyer ce type de SMS, c'est vraiment la seule chose qu'on pourrait leur reprocher. Après, dès que quelqu'un aura trouvé la routine de déchiffrement, il y aura peut-être autre chose à voir derrière. Si c'est juste chiffré avec le numéro de téléphone plus l'ordre derrière, c'est fini pour eux. Voilà. D'autres questions? Bien, merci et bonne soirée.